Bonjour à tous et merci d'être fidèles au grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos. Bonjour Vincent Jeanbrun. Bonjour. Merci d'être avec nous, c'est votre grand rendez-vous ce dimanche, ministre de la Ville et du Logement. Vous êtes le 7e à occuper ce poste depuis la réélection d'Emmanuel Macron en 2022. Nous verrons ce que vous comptez faire pour la ville, pour le logement, contre le narcotrafic, contre la violence quotidienne dans certains quartiers. On l'a vu à la Fête des Lumières à Lyon, celle qui empêche les Français de vivre de façon sereine. Vous êtes un frondeur des LR, mais comment regardez-vous aujourd'hui votre famille politique, celle dans laquelle vous êtes né, encore du temps de Nicolas Sarkozy, qui fait la une du journal du dimanche ce matin. Nous parlerons aussi du budget, celui de la Sécu, une manche gagnée pour l'exécutif, oui, mais à quel prix? Et quid du budget général? Et puis nous nous interrogerons sur nous, sur la France, sur l'Europe, sur notre civilisation. Donald Trump prévient que si l'on ne fait rien, notre continent sera méconnaissable d'ici 20 ans. Est-ce que ça ne commence pas justement avec le Noël bashing évoqué encore ce matin dans un dernier sondage? Pour vous interroger ce matin, Stéphane Dupont des Échos. Bonjour Stéphane. Bonjour. Et Mathieu Bocoté. Bonjour Mathieu. Bonjour. À 15 jours de Noël et après les différentes polémiques concernant la présence des crèches dans les mairies, ce sondage important ce matin avec un chiffre conséquent. 79% des Français sont pour la présence de crèches de Noël dans les mairies. C'est un sondage CSA pour Europe 1, CNews et le JDD. Est-ce qu'il y a une crèche chez vous, dans votre mairie à La Haye-les-Roses ? On n'a pas de crèche historiquement dans la mairie de La Haye-les-Roses. En revanche, j'étais hier et il dure tout le week-end au marché de Noël de La Haye-les-Roses. Mais pourquoi il n'y a pas de crèche dans la mairie de La Haye-les-Roses ? Ça n'a jamais été une pratique et par ailleurs le hall s'y prêtait pas spécialement. C'est plus une question de hall exigu plutôt que de laïcité ? Non, c'est plus une question de fait que ce n'est pas dans nos traditions, mais vous avez sur la circonscription... Dans nos traditions, c'est-à-dire à La Haye-les-Roses oui, dans la pratique courante, mais en revanche, bien sûr que c'est dans nos traditions en France, évidemment. Vous avez une ville voisine dans ma circonscription où il y a une crèche tous les ans dans le hall de la mairie qui fait un grand succès et qui est visitée par toutes les familles, quelle que soit leur religion, qu'ils croient, qu'ils ne croient pas. Donc globalement... Vous y êtes favorable sur le principe ou pas? Moi, je pars du principe que... Parce que la législation prévoit normalement que c'est interdit, sauf exception. Donc c'est ça, c'est ce qui est... En réalité, encore une fois, il y a la tradition. Cette tradition de Noël, des marchés de Noël, elle est extraordinaire. En France, elle fait partie de notre patrimoine culturel, de nos traditions. Il faut évidemment les défendre. Moi, j'en ai assez de cette cancel culture qui voudrait effacer tout ce qu'on est, tout ce qu'on dit. On veut effacer les vacances de Pâques, on veut effacer les vacances de Noël. C'est pas acceptable. Donc évidemment, on garde notre histoire, notre patrimoine. D'ailleurs, aujourd'hui, Noël, c'est parfois plus le petit bonhomme rouge avec sa grande barbe blanche que la nativité. Et vous le regrettez? Il faut vivre avec son temps. Mais en tout état de cause, ça veut dire quoi, ça? Les images, c'est pas incompatible. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que et la nativité. Je regrette pas le Père Noël. Vous voulez me faire dire que je regrette le Père Noël? Non. Mais en l'occurrence, on a une magnifique tradition. La tradition des santons, par exemple, elle est merveilleuse. Il est hors de question de l'effacer. D'ailleurs, moi, je suis très attaché à la laïcité. Mais la laïcité, c'est pas la négation du fait religieux. C'est le fait d'organiser la compatibilité de ceux qui veulent croire et ne pas croire, et de ceux qui ont envie de croire en telle ou telle religion. Est-ce que ça marche? Sans s'affronter. Je pense qu'elle est très attaquée, notre laïcité, aujourd'hui. Il va falloir effectivement mieux la défendre. Le 9 décembre prochain, c'est la date anniversaire de la promulgation de la loi de 1905. Il faut effectivement renforcer notre laïcité pour faire en sorte que le prosélytisme des religions recule, mais pour justement qu'on puisse vivre en paix et en harmonie. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une forme d'insuffisance de la laïcité aujourd'hui? Quand les Français disent la crèche en mairie, finalement, ça devient un symbole non seulement de foi personnelle, vous l'avez dit, mais presque un symbole d'affirmation identitaire. Est-ce que certains disent dans le monde qui est le nôtre, choc des civilisations, immigration massive, conquête islamiste, est-ce que finalement on ne se dit pas, il y a la laïcité, mais il y a autre chose, et cette autre chose, dont la crèche est le symbole, doit revenir à l'avant-plan? Là, vous dites deux choses différentes. Moi, je crois à la force de notre pays, son originalité. On est le seul pays à fonctionner comme ça à travers le monde, qui permet de faire en sorte de faire en sorte que le fait religieux ne soit pas un fait de division. C'était ça l'objectif de départ. C'est gagné. Et malgré tout, on avance. Pardonnez-moi. Mais en revanche, ce que vous dites, c'est un peu différent. C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, il y a une religion qui prend le pas sur une autre? C'est ça le débat que vous essayez de... Ce que je demande, c'est si culturellement, quand les Français disent la crèche est un symbole auquel nous sommes attachés, est-ce que devant les progrès de l'islamisation, certains ne se disent pas la laïcité, nous y tenons, mais elle ne suffit pas, il faut rappeler quel est le fond culturel du pays? Il y a deux choses différentes. Moi, je ne veux pas rentrer forcément dans le débat des religions. Si on veut faire du prosélytisme religieux, qu'il soit catholique, israélite ou musulman, il y a des lieux de culte pour ça.
En revanche, le débat on a depuis le début, c'est nos traditions. D'où est-ce qu'on vient? Quelles sont nos racines? Et on a des racines dans lesquelles, depuis toujours, depuis des siècles, on a des crèches et on a fêté Noël et on a des marchés de Noël. Ben moi, je suis attaché à mes traditions. Et inversement, quand vous voyez un sondage IFOP... Vous avez de plus en plus de Français qui sont attachés à ces traditions et qui ont envie effectivement de les remettre au goût du jour. Alors vous avez dit nos racines, est-ce que le terme les racines chrétiennes vous gêne ou c'est un terme que vous revendiquez? C'est historique en fait. On a des racines. C'est historique, c'est pas historique pour tout le monde. Quand vous voyez ce sondage IFOP où vous avez Vincent Jeanbrun, qu'est-ce que vous dites aux jeunes musulmans de 15-24 ans? Ils sont 57% à placer les lois de l'islam avant les lois de la République. Qu'est-ce que vous leur dites? Je leur dis qu'ils n'ont pas compris le principe de la laïcité et de la République française. Est-ce que ça suffit de leur dire qu'ils n'ont pas compris? Non, il va falloir agir. C'est pour ça que je disais qu'il faut protéger la laïcité. Je le dis très simplement. Chacun a effectivement le droit d'avoir sa foi. C'est le principe. Donc s'ils ont envie d'avoir une foi religieuse et de pratiquer leur religion musulmane, moi ça ne me pose pas de problème. Dès l'instant où ils ont compris que sur le territoire national, ce sera toujours la loi au-dessus de la foi. Toujours. C'est le principe même de la laïcité. Moi je souhaite qu'on le défende et c'est pour ça que je pense que, y compris en termes de droit, il faut qu'on se muscle pour lutter contre les séparatismes de tout genre. Parce que au-delà de la religion, vous avez les frères musulmans par exemple, qui instrumentalisent la religion pour briser et diviser notre société et attaquer très directement la République française. Ils le font sans violence, ce qui fait que notre arsenal juridique qui permet de condamner ceux qui incitent à la haine ou à la violence est un peu démuni par rapport à ceux qui tout simplement avancent un peu profil bas, masqués, mais qui, étape après étape, essayent de morceler notre société. Moi, je considère que ce sont effectivement des dangers et qu'il faut aussi qu'on se muscle dans l'arsenal juridique pour faire en sorte de condamner les séparatistes. C'est ce que vous voulez dire, mais vu la composition actuelle de l'Assemblée, c'est totalement il y aura pas de texte, il va rien se passer. Il y a quelques semaines encore, j'étais parlementaire, j'ai fait partie de ceux qui ont fait des propositions de loi, notamment pour défendre les principes de la République face à des séparatistes qui, au fond, et pardon si le mot peut choquer, mais qu'est-ce qui me gêne dans le combat qu'ils sont en train de mener? C'est qu'ils ont une idéologie anti-républicaine, car anti-universaliste, car suprémaciste. Au fond, dès qu'il y a un discours qui consiste à dire l'homme est au-dessus de la femme, donc suprématie de l'homme, ça ne me convient pas, c'est pas la République. Dès qu'on dit le croyant est au-dessus du non-croyant, c'est du suprémacisme, ce n'est pas la République. Et je pense que là-dessus, il faut qu'on soit très clair dans la capacité de dire voilà, il y a des discours qu'on tolère, d'autres qu'on ne tolère pas. Et le suprémacisme, c'en est un. Aujourd'hui, on a un arsenal juridique pour condamner le suprémacisme blanc, les nazis, pour dire les choses simplement. Eh bien, il y a d'autres formes de suprémacisme qui sont là, larvées dans le débat de la société. Il faut qu'on soit capable, là aussi, de s'en défendre. Alors, j'ai souvenir justement de cette proposition de loi sur les propos anti-républicains. Je vous avouerai que j'avais été très étonné parce que quelqu'un qui aujourd'hui dit en France « Je préfère néanmoins la monarchie à la République », il y a des nostalgies. Thierry Ardisson se disait monarchiste. Est-ce que Thierry Ardisson, avec votre proposition de loi, aurait dû se retrouver devant les tribunaux? En fait, je me souviens de la chronique que vous aviez fait après, un peu caricaturale, si vous me permettez, Mathieu Bock-Côté. Parce que vous aviez... Qui sont les anti-républicains? Pas de vendetta sur ce plateau. Vous aviez un peu caricaturé, je le dis, parce qu'en fait, vous disiez il y a une espèce de censure qui va s'installer et on ne pourrait plus critiquer la République. C'était pas l'objet. L'objet, c'était de dire, et c'est pour ça que je parle bien de ce mot suprémacisme, c'est-à-dire que dès qu'il y a un discours qui consiste à hiérarchiser les gens les uns vis-à-vis des autres, ça me pose problème. Thierry Ardisson qui dit moi je regrette la monarchie. C'est anti-républicain. Dire si je préfère la monarchie à la République. Je vois ce que vous voulez dire, mais c'est pas suprémaciste. Parce que par contre, si demain il dit les monarchistes de conviction sont supérieurs à tous les autres, ben là oui. C'est condamnable, et là, il faut qu'on se défende. Vous voyez la différence? Pas tant que ça. En fait, c'est encore une fois, quelqu'un qui dit « Moi, je préfère être catholique que musulman », ou un musulman qui dit « Moi, je préfère être musulman que catholique ». Il a le droit, c'est pas anti-républicain. Par contre, s'il dit, et il a un discours qui incite à la haine en disant « Ceux qui ne sont pas catholiques... » Les stations de la haine, on entend. Mais la notion d'anti-républicain, est-ce que ça n'en reste pas très large? D'autant que tout le monde s'accuse aujourd'hui d'être anti-républicain. C'était le titre de la proposition de loi, c'est pour ça que vous aviez rebondi là-dessus. Mais entendez le message qui est derrière. Le message qui est derrière, c'est que la République, elle est universaliste. C'est-à-dire qu'elle ne regarde pas votre couleur de peau, d'où vous venez, avec qui vous couchez, dans quel Dieu vous croyez. Elle regarde votre comportement. Moi, je dis souvent, quand j'essaie d'expliquer l'universalisme républicain à des jeunes, je leur dis en fait, on est comportementaliste. On regarde le comportement des gens. Est-ce que je respecte la loi? Est-ce que je la respecte pas? Quand vous dites, il y a des jeunes qui veulent placer la foi au-dessus de la loi. C'est pas moi qui le dis, c'est un sondage IFOP. Oui, bien sûr, quand vous le rappelez, ce n'est pas la République dans laquelle je crois et que je défends. Maintenant, la République, elle est aussi pour la liberté d'expression, donc on a le droit de critiquer. Mais en revanche, hiérarchiser les gens,
personnellement, ce n'est pas ma conception de la République et je combattrai cela. Ce sondage IFOP, il vous a surpris, les résultats, là, sur le 57% ou... Malheureusement non, parce que j'ai été maire plus d'une dizaine d'années et on a vu la progression, effectivement, dans les quartiers, surtout auprès de notre jeunesse, d'une forme d'idéologie ou de conception du fait religieux qui n'est plus tout à fait celui que j'ai connu moi Quand vous dites on l'a vu de manière un peu passive en disant on peut rien faire, ou est-ce que vous avez essayé de faire quelque chose, Vincent Jeanbrun, au niveau municipal déjà? D'abord, et bien souvent d'ailleurs sur les plateaux de CNews, je pense notamment à Laurence Ferrari qui permettait à des maires de venir témoigner, c'était déjà lancer des alertes. Quand la première fois, ça doit remonter à plus de 6 ans maintenant, vous avez un cours de musique qui ne peut plus se faire dans un des collèges de la ville parce que c'était le mois du Ramadan et des enfants ont considéré qu'ils n'étaient pas autorisés à chanter au regard du fait que c'était le Ramadan. J'ai alerté parce que, ça a été plutôt passé sous silence à l'époque. Il a fallu 15 jours avant qu'on soit tenu au courant. Et le pouvoir du maire ne vous donne pas le pouvoir de quand même maintenir ce cours de musique? En tant que maire, malheureusement, non, c'est pas le sujet. Je sais pas, je pose la question, mais le pouvoir du maire est assez étendu. C'est l'équipe, c'est l'éducation nationale à ce moment-là. Mais en revanche, le proviseur à l'époque, le principal, n'a eu d'autres outils que le règlement intérieur en disant quand un professeur vous demande quelque chose, vous devez lui obéir. Point. Mais on voit bien. Et ce qui était assez terrible à ce moment-là, je me souviens du récit de l'enseignante qui consiste à dire, mais en fait, c'était pas 1 ou 2 élèves perturbateurs, c'est tout le bloc classe qui se soude sur cette conviction. Et elle me racontait qu'il y avait des élèves qui disaient c'est comme si vous demandiez à un vegan de manger de la viande. Est-ce que c'est pas une question donc vous ne pouvez pas le faire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est la loi du nombre. Non, vous voyez, parce que l'exemple que je vous donne là c'est comme si vous demandiez à un vegan de manger de la viande, c'est plutôt un concept de mon individualité, mes convictions, qu'elles soient religieuses ou alimentaires par exemple, elles priment sur tout le reste. On va marquer une pause. C'est ça le vrai sujet aujourd'hui. Et on se retrouve sur le plateau du Grand Rendez-vous pour justement reparler de ce sujet. À tout de suite. Suite du Grand Rendez-vous avec le ministre de la Ville et du Logement, Vincent Jeanbrun. On parlait justement d'un exemple concret dans votre commune de La Haye-les-Roses. Beaucoup plus loin, à travers l'océan Atlantique, cette déflagration de l'entrisme islamiste allait jusqu'à faire réagir à l'administration Trump. La Maison-Blanche publie un document de 33 pages intitulé « Stratégie nationale de sécurité ». Elle concerne l'immigration aux États-Unis. L'ère des migrations de masse doit prendre fin. La sécurité des frontières est l'élément principal, peut-on lire dans ce document. Mais en écho à ce qu'avait déjà dit J.D. Vance, le vice-président américain à Munich, elle évoque aussi l'effacement civilisationnel, je dis bien civilisationnel, de l'Europe. Est-ce que vous comprenez cette inquiétude de Washington ? Les États-Unis sont un vieil allié, donc des vieux amis. Donc je suis ravi qu'ils se préoccupent de notre sort. Si ça pouvait être en évitant de fermer leurs frontières, en évitant de lancer des grenades politiques régulièrement, je préférais. Maintenant, plus sérieusement... Non, mais vous auriez préféré une autre Il y a un style Trump. Mais cela dit, est-ce qu'il n'y a pas une permanente il y a une vérité dans cette citation. En revanche, le fait que la France, l'Europe puisse vraiment se doter de moyens de protéger ses frontières, évidemment qu'on partage l'objectif. Et on n'a pas attendu cette dépêche de 34 pages pour y penser. On a un besoin, effectivement, de se protéger. Mais encore une fois, sans dogmatisme, sans énervement, simplement. Sans dogmatisme, ça ne marche pas, parce que la politique de l'immigration européenne, c'est quand même un échec jusqu'à présent. Et c'est pour ça qu'il faut transformer cette Europe, qui jusqu'ici était une Europe trop ouverte, probablement. Et il n'y a qu'un faucon. Non, c'est pas ça, c'est que vous me demandez mon positionnement. Je vous dis, aujourd'hui, ça fait partie des débats qu'on doit avoir. Le Parlement européen évolue sur ces questions. Les leaders européens évoluent sur cette question. Ça fait 20 ans qu'on dit ça. Vous avez vu ça fait 20 ans qu'on dit qu'on évolue sur cette question. Il y a différents exemples en Europe où vous avez aujourd'hui des présidents ou des premiers ministres en Europe qui aujourd'hui tiennent ce discours en disant on doit mieux protéger nos frontières. Dans ce document, encore une fois, je le dis sans xénophobie ou sans rejeter qui que ce soit, c'est juste se dire quand vous êtes chez vous êtes content qu'il y ait une porte. Parce que quand il y a une porte, vous décidez qui rentre, qui en sort, et c'est le meilleur moyen d'accueillir dignement les invités que vous invitez chez vous. Donc effectivement, il faut contrôler nos frontières. Mais ça va plus loin que ça, si je peux me permettre. Dans le document de la Maison-Blanche, il y a cette formule, dans 20 ans, si la tendance se maintient, l'Europe ne sera plus européenne. Texto, c'est dit comme tel. Est-ce que vous partagez une telle inquiétude? Je traduis, la submersion migratoire va être telle que les Européens seront migratoires. On a commencé cette émission en parlant de nos traditions et du fait de ne pas oublier où sont nos racines.
Moi, même si je suis tourné vers le progrès et je ne suis pas pour un pays replié sur lui-même ni une Europe repliée sur elle-même, ça n'empêche qu'on a envie de protéger ce qui fait aussi notre essence. Et donc, ça passe par un patrimoine culturel et nos racines qu'on protège. Et donc, bien sûr qu'on peut être inquiet de cela. D'autant que, on l'a vu, pardon, juste un mot, mais on l'a vu ces dernières années, notre capacité à bien intégrer les personnes qui arrivaient sur notre territoire s'est considérablement affaiblie. Parce que quand vous avez une machine à intégration, parce que vous avez le plein emploi, parce que vous avez des règles qui font que globalement tout le monde tire dans le même sens et les gens sont reconnaissants de devenir français. Moi, je suis d'origine italienne par ma maman, mes grands-parents italiens, ils sont arrivés en France, ils étaient heureux de devenir français. Ils ont dit à leurs enfants, ma mère s'appelait Marinella, ils l'ont appelée Marielle, en disant maintenant ton prénom c'est Marielle. C'est parce qu'en fait, il y avait cet attachement au pays d'accueil. Mais c'est plus aujourd'hui, on voit que ça ne Donc le fonctionne prénom, plus. c'est important? Aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. C'était important pour eux d'envoyer un signe de reconnaissance au pays qui les Est-ce que ça devrait accueillait. l'être encore aujourd'hui, les Et- prénoms, par exemple? Non, mais le sujet, c'est pas de le faire c'est par la pour règle ou donner par la loi, l'exemple. bien sûr, mais pas par la règle ou par la loi. Ça devrait être naturel. Ce qui était beau dans la démarche de mes grands-parents, c'est que personne ne les y a forcés. Et ce qui était beau, c'était ce cadeau au pays d'accueil. Donc, moi, je pense que c'était très beau, mais je ne suis pas pour essayer de le réglementer ou l'imposer. En revanche, on voit bien que ce système-là ne fonctionne plus aujourd'hui. On voit bien qu'il y a même des enfants nés en France de parents qui étaient globalement intégrés, ne se reconnaissent même plus dans le pays où ils grandissent. Donc effectivement, quand on n'est plus capable de bien accueillir, eh bien, il y a une responsabilité, c'est de faire en sorte d'accueillir peut-être moins pour pouvoir mieux accueillir. Peut-être ou certainement moins. En tout cas, contrôler. Moi, je suis pour un contrôle absolu. Dans ce document aussi, la Maison-Blanche l'a dit, il se félicite ouvertement, je cite là, de l'influence croissante des partis européens patriotiques. Vous comprenez, des partis tels que le Rassemblement national. Et ça vous inspire quoi, cette réflexion, ça... Pour être patriotique, il faut vouloir le bien de son pays. Quand je vois ce qui se passe à l'Assemblée nationale avec le Rassemblement national, mais c'est pas les seuls, puisqu'à l'autre bout de l'échiquier, vous avez les LFI qui passent leur temps à vociférer, à appeler au chaos, au fait de faire tomber ce qui reste de notre démocratie, je m'inquiète sur l'aspect patriotique. Mais au-delà de ça... Mais ça vous choque pas qu'un président américain ou qu'une administration américaine... Je préférais qu'il s'occupe de son pays, mais une fois qu'on a dit ça, on a une responsabilité, c'est d'entendre ce que nous disent les Français. Et les Français, ils nous disent, on veut reprendre un contrôle de nos frontières. Pas par xénophobie, encore une fois, mais juste parce qu'on veut maîtriser les flux, c'est logique. Non, les Français on veut qu'il y ait une porte et qu'elle soit ouverte quand on a envie, fermée quand on a envie. Les Français vous disent le Canada, Mathieu massivement... Bocoté, vous connaissez par cœur, par définition, vous avez des quotas et vous avez la Si je possibilité... peux me permettre, c'est catastrophique de ce côté-là de l'Atlantique aussi. Bon, je connais peut-être un peu moins bien, mais en tout cas, une immigration choisie, c'est la garantie pour notre pays d'accueillir les forces vives dont on a besoin, et c'est la garantie pour ceux qui arrivent d'être le mieux accueillis possible. Voilà, il y a différents sujets. Il y a une immigration clandestine, illégale, qui est un drame à la fois pour le pays et pour ceux qui subissent les passeurs. Ça, il faut y mettre un terme absolument, c'est une urgence vitale. Et puis vous avez des flux migratoires autorisés, qui sont aussi une richesse, mais qu'il faut contrôler. Quand vous avez entendu Jean-Luc Mélenchon interrogé devant la commission parlementaire hier sur les liens entre partis politiques et islamistes, c'est vrai que son parti LFI n'acceptait aucun entrisme. Est-ce que vous le croyez ? Pas une seconde. Moi, vous savez, pendant quelques temps, j'ai présidé cette commission au moment de son lancement. Effectivement, j'étais un peu déçu hier en écoutant le grand sketch de Jean-Luc Mélenchon, qui a joué les professeurs de philosophie et d'histoire. La vérité, c'est qu'il n'a pas répondu aux vraies questions. Le président, le rapporteur, plusieurs fois lui ont posé la question, des questions très concrètes, avec des exemples très concrets. La députée Prisca Thévenot est revenue à la charge également avec des faits. On pense notamment aux questions qu'elle a posées sur Rima Hassan, qui n'hésite pas à défendre des puissances étrangères, qui n'hésite pas à aller se rendre à des obsèques de terroristes, en Jordanie par exemple. Et il a systématiquement esquivé la question. Donc c'était décevant. Mais cette commission qui a été voulue par les députés de la droite républicaine et leur avocat, elle a eu un mérite, c'est qu'elle a quand même interpellé la classe politique, interpellé, je crois, nos concitoyens, et qui maintenant vont être beaucoup plus méfiants. Vous avez je peux vous dire que après la prestation de Mélenchon hier, c'est-à-dire, nonobstant les préférences idéologiques des uns des autres, est-ce qu'il n'a pas hier réaffirmé son statut de leader de gauche, sur la gauche, le plus cultivé, le plus doué pour l'oratoire et mais ce qui n'est pas une surprise, c'est un tribun, ça personne ne lui enlève, il a une culture politique très bien. Mais est-ce que la droite est préparée à lui répondre? Juste en face de lui, vous aviez tous ces supplétifs, là, tous ces sbires de la LFI, qui à longueur de séance à l'Assemblée,
disent des horreurs et sont de toute façon totalement liés aujourd'hui à une forme d'islamisme parce qu'ils ont une tolérance pour les propos de l'islam politique qui n'est pas acceptable. Mais je me permets d'insister là-dessus. Est-ce qu'il n'y a pas de tentation aujourd'hui de sous-estimer Mélenchon? C'est-à-dire, on se dit, il est terminé, il ne se rendra peut-être même pas à 2027 politiquement. Est-ce qu'il n'y a pas la tentation, quelquefois, de le sous-estimer alors que, manifestement, il est capable de fédérer des éléments, quand certains disent tendance islamiste, l'islamo-gauchiste? Vous posez une très très bonne question parce que, moi je ne le sous-estime pas. 2, il a démontré encore hier qu'il était capable, effectivement, par son art oratoire, par sa culture, de dominer le débat et d'esquiver les vraies questions. Donc vous lui avez fait un cadeau avec cette commission, alors s'il a dominé le débat. Je pense pas, parce que d'abord, je pense que personne ne... Enfin, il n'y aura pas grand monde, à part les experts qui regarderont les 1h25 d'audition. Ça sert, alors. Non, mais après, il y a des extraits sur les réseaux sociaux qui sont habilement découpés, vous le savez bien. Peut-être pour lui, mais c'est vrai aussi des questions du rapporteur, du président ou de la députée Prisca Thévenot que je citais tout à l'heure. Mais le plus intéressant dans cette commission... mais son électorat, il regarde ses réseaux sociaux à lui et pas ceux de Prisca Thévenot. Beaucoup d'experts qui sont passés dans cette commission. Vous avez des chercheurs. Moi, j'ai fait les premières auditions. C'était glaçant de voir à quel point des organisations ultra politisées et anti-républicaines comme les Frères musulmans ont aujourd'hui infiltré le système, y compris d'ailleurs le système universitaire. Il y a eu des témoignages qui étaient extrêmement forts. Donc, au-delà de l'audition de Jean-Luc Mélenchon, cette commission va déboucher sur un rapport. Et c'est ce rapport que j'ai hâte de lire, parce qu'il y aura les conclusions de tout le travail de la commission. Ce rapport dont vous parlez, est-ce qu'il va avoir le même sort que le rapport déclassifié par Bruno Retailleau sur l'entrisme islamiste, qui a complètement disparu des écrans radars? Il est arrivé en Conseil des ministres. Le président a dit, souvenez-vous. J'en parle régulièrement. Souvenez-vous, il a dit il faut plus de matière et il faut vraiment s'intéresser à cela. Résultat des courses, plus d'un an après, on n'a aucune nouvelle de ce rapport. On en parle encore régulièrement. Il y a des commissions, il y a des réunions, ministre de l'Intérieur, ministre de la Justice, qui continuent à travailler sur ces sujets brûlants. Et typiquement, une commission comme celle-ci, et c'est quand même, fallait être courageux de la part du groupe La Droite Républicaine et de Laurent Wauquiez de porter dans le débat cette commission. Hâte de lire le rapport. Le président et le rapporteur, j'en suis sûr, veilleront à ce que ce qui a été le plus dur et le plus grave dans ces auditions figure en bonne place dans ce rapport. Et j'espère qu'à votre antenne, on aura l'occasion d'inviter le président et le rapporteur. Une toute petite dernière question. Vous parlez du discours anti-républicain des Frères musulmans. Est-ce que vous ne devriez pas simplement parler d'un discours anti-français? Vincent Jeanbrun, questionné par Mathieu Bocoté sur l'entrisme islamiste. Oui, mais en fait, vous dites que les Frères musulmans ont un discours anti-républicain. J'entends, mais est-ce que le véritable terme pour parler de leur démarche, ce ne serait pas un discours anti-français, tout simplement? Là-dessus, ma réponse est claire. Ils sont évidemment anti-République française. Parce qu'au fond, il y aura demain la France. Non, mais regardez, demain, il y aura une France. Oui, culture française, je vous rejoins. Il y aura demain une France, un grand califat français. Ils n'auraient pas de problème avec la France. Hein. C'est la France. Ce ne serait plus la culture française. Ce serait plus la France. Ce ne serait plus la culture française et ce ne serait plus, effectivement, la République française. Parce qu'au fond, ils s'attaquent à quoi? À la liberté, à l'égalité, ne serait-ce qu'entre les hommes et les femmes, et effectivement à la fraternité, puisqu'il placerait le croyant au-dessus de tous les autres. Donc ça ne serait plus la République française. Et effectivement, pour moi, quand je dis la République, elle est indissociable de ce qu'est la France, de son histoire, de sa puissance. Mais je n'ai pas de doute dans le débat que eux, ils gardent la France, ils enlèvent la République, et ils font peut-être la République islamiste française. C'est aujourd'hui un de leurs combats. Donc là aussi. Mais le mot France ne voudrait plus dire la même chose du tout. Ça ne voudrait plus du tout dire la même chose, évidemment. En tout cas, ce ne seraient plus les mêmes règles du jeu. Ce n'est pas la société dans laquelle je voudrais vivre. Donc effectivement, il y a ce combat-là, bien sûr. En tout cas, je reprends ce que vous disiez tout à l'heure à propos de la montée silencieuse de Jean-Luc Mélenchon et de son parti LFI, à laquelle vous êtes très très vigilant, d'après ce que j'ai compris. Je vais vous poser une question, parce qu'on va parler aussi de votre famille politique, en tout cas celle à laquelle vous êtes issu, la droite. La droite, je disais, de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy qui fait encore la une du Journal du Dimanche ce matin. Je dis encore, pas encore, il fait la une du Journal du Dimanche ce jour avec ce livre qu'il a écrit en prison. Mais quelque chose de très important avant même de donner, j'allais dire, sa chance au bloc central, sa chance à la droite peut-être recomposée, dont vous êtes issu. Imaginez un second tour en 2027 avec le RN et LFI. Second tour, Jordan Bardella ou Marine Le Pen face à Jean-Luc Mélenchon. Vous votez pour qui? Alors, je ne voterai évidemment pas pour Jean-Luc Mélenchon et je vais tout faire pour qu'on n'ait pas ce choix binaire.
Parce que il n'y a plus de choix de Padgila. Vous êtes dans l'isoloir. Attendez, Vincent Jeanbrun, vous êtes dans l'isoloir. Et le vote est secret. Mais je vais vous dire une chose. Quand on est aujourd'hui à l'Assemblée nationale, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'aujourd'hui, ce sont les deux faces d'une même pièce. C'est-à-dire qu'il faut surporter. Vous ne pouvez pas mettre ça dans le même panier. Vincent. Non, mais par contre, actuellement, dans un débat qui consiste à dire on se moque que la France ait un budget de la sécurité sociale, on se moque que la France ait un budget, on est là pour tout faire péter. Pardon, mais parce que c'est ça qu'on entend. Sur le régalien, sur la civilisation, sur le être français, c'est pas exactement la même partition. D'accord, mais si vous avez un discours public, et effectivement, dans le discours, vous avez raison, aujourd'hui, Jordan Bardella, très propre sur lui, nous dit plus de régalien. Évidemment, je suis d'accord avec le régalien. Il faut protéger nos frontières. On en a parlé tout à l'heure, je suis évidemment d'accord avec ça. Mais quand on en arrive sur d'autres sujets, à savoir déjà la stabilité de ce pays, il n'y a plus personne. Au contraire, on est plutôt en train de jouer les pyromanes. Et quand on en arrive à voter 34 milliards de taxes, des impôts, alors qu'on nous explique qu'on soutient les entreprises, il y a un truc qui ne marche pas. Mais encore une fois, il faut être clair. Aujourd'hui, vous avez dans la sphère politique des gens qui pensent qu'on peut jouer avec les institutions, on peut jouer avec la stabilité du pays, donc, que si demain le budget de la sécurité sociale après cette grande digression, vous ne votez pas LFI, mais est-ce que vous votez RN? Moi, je ne vote pas. Blanc. Je ne vote pas LFI, ça c'est très clair. J'ai combattu, je suis devenu député en affrontant une députée LFI qui, justement, peut-être qu'on va en parler, expliquait que la police tue nos enfants, qui voulait désarmer la police. Vous avez vu ce qui s'est passé à la Fête des Lumières à Lyon? Effectivement, c'est extrêmement choquant. Et d'ailleurs, j'attends la condamnation de M. Mélenchon. J'ai hâte de voir la LFI pour la Fête des Lumières condamner les inscriptions de la Fête des Lumières. Mais vous voyez, ils sont profondément anti-républicains et donc par extension anti-français dans leur positionnement. Quand vous avez M. Delogu qui pose fièrement avec la DZ Mafia, enfin pardon, mais ça DZ voulant dire Algérie? On ne le précise pas suffisamment. En tout cas, les narcotrafiquants de Marseille qui gangrènent, qui tuent, qui assassinent. Et on a un député de la République, France Insoumise, qui pose fièrement avec eux. Moi, ça me pose un problème, évidemment. Donc, je combattrai ça avec énormément de vigueur. Après, moi, je me suis construit dans une famille qui est l'héritière du gaullisme. Et le gaullisme, pardon, c'est pas le lepénisme. Donc aujourd'hui, j'appartiens à une famille politique gaulliste qui défend une autre idée de la France. Justement, dans le livre que va publier Nicolas Sarkozy, dont on vient de parler, il dit que pour lui, la reconstruction de la droite, ça doit se faire dans un esprit de grand rassemblement, sans anathème, sans exclusive. C'est sa formule. Mais ce qu'il avait réussi à démontrer de manière très concrète lors de sa campagne présidentielle de 2007, il avait été ça va pas au-delà. Il avait été parlé. Il avait été parlé d'une forme d'union des droits. Oui, mais à tous les électeurs, il avait été parlé. Et il y avait beaucoup d'électeurs qui avaient été tentés à plusieurs reprises, y compris par Jean-Marie Le Pen à l'époque, qui étaient revenus vers le centre, cette grande famille qui était l'UMP, avec une idée, c'était justement on puisse mettre en place une société d'ordre, parce que ça c'est une valeur, je crois qu'on partage très largement, l'ordre régalien, de l'ordre dans nos comptes. Et de l'ordre dans la rue. Vous n'avez pas l'impression qu'il y a quand même un changement de ton ou même un changement de position sur Nicolas Sarkozy, qui avait appelé à voter pour Emmanuel Macron dès le premier tour en 2022, sans soutenir Valérie Pécresse, et qui aujourd'hui... Invitez-le et il vous répondra. Mais encore une fois... On a l'impression que vous êtes très loin de lui. Pourquoi ? Ah non, je suis pas très loin de lui. Vous dites invitez-le, il vous répondra. Non, mais parce que je suis pas le porte-parole de Nicolas Sarkozy et je suis pas dans cette. Non, mais vous êtes né dans cette famille politique, Vincent Jeanbrun. Vous avez un logiciel qui est commun. J'étais jeune militant et je collais les affiches de Nicolas Sarkozy. J'ai commencé comme ça. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire je les collais, mais avec conviction. Vous ne les colliez pas. Non, mais pour dire, je n'oublie rien de ma filiation politique. C'est pour vous en pas surpris. Cette phrase vous a pas surpris. Mais ça ne m'a pas surpris parce que Nicolas Sarkozy a toujours été un rassembleur. Lorsqu'il lance sa campagne en 2007 avec l'UMP. On a des personnalités quasiment centre-gauche et on a Madame Boutin et Monsieur De Villiers à l'époque. Donc on avait réussi à faire une alliance extrêmement large de personnes qui se rejoignaient sur l'essentiel. Il y avait des nuances, il y avait même parfois des divergences. Je pense notamment aux thématiques, par exemple, sur l'écologie. Il pouvait y avoir des affrontements. L'Europe, il pouvait y avoir différents points de vue. Mais on se rejoignait sur l'essentiel. Donc ça ne me surprend pas. Nicolas Sarkozy a toujours proposé le rassemblement. Et donc, je ne suis pas étonné. Alors, vous avez parlé de différences, si je comprends bien, insurmontables avec la France insoumise. Vous dites évidemment pas, je ne voterai jamais pour eux. Diriez-vous que sur le régalien, sur l'identitaire, entre guillemets, vous avez des différences insurmontables aussi avec le RN, ou c'est un partenaire plus crédible, sans y adhérer, bien évidemment? Mais là, je ne suis pas dans une logique de partenariat. D'ailleurs, je ne sais pas ce que nous demandent les Français. Les Français ne nous demandent pas des accords d'appareil. Ils nous demandent effectivement de mettre sur la table des projets, des programmes
qui correspondent à leurs attentes. Et évidemment qu'aujourd'hui, les Français, ils demandent des programmes qui soient forts sur le régalien, qui soient forts sur la protection de nos frontières, qui soient forts sur la protection le sanitaire, vous le posez clairement à gauche. Avec le RN, c'est compliqué. Idéologie. Ah, mais je le pose avec la France Insoumise. Je pense qu'aujourd'hui, ils sont un danger. D'ailleurs, moi, j'ai été très marqué lorsque, au micro de Jean-Jacques Bourdin, un jour, M. Bompard lui dit, après moult questions, il dit oui, je veux foutre en l'air la République. Puis là, il se saisit, il se rend compte que ça a été trop bien. Il fait, enfin, la 5e République, pardon. Est-ce que c'est un point anti-républicain, ça? Oui. Il faudrait pas le traîner devant les tribunaux, quand même. Je l'aurais pas condamné pour ça, mais voyez ce que je veux dire, c'est extrêmement grave. On a aujourd'hui une force politique inspirée du trotskisme qui conflictualise tout, qui divise, qui fait en sorte que les Français s'affrontent les uns les autres. Enfin, moi, j'ai été très marqué, vous le savez même à titre personnel, mais quand Jean-Luc Mélenchon fait la liste sur Twitter de ce que les émeutiers en 2023 avaient le droit de brûler ou pas brûler. Gros, ça, vous pouvez, les commissariats, mais les écoles, pas trop. C'est scandaleux. Donc, bien sûr que je combats politiquement cette formation politique, qui est une formation dangereuse qu'il ne faut absolument pas sous-estimer. Je note que vous parlez beaucoup d'LFI, très peu du RN. Alors, je ne sais pas si vous voulez ne pas répondre, mais votre droite, aujourd'hui, la coalition, l'union des droites possibles, elle va d'où à où? Parce que certains disent elle va de Sarah Knafo à Bruno Retailleau. D'autres disent elle va de Laurent Wauquiez au Bloc central. Mais vous voyez, quand vous êtes dans l'union des droites, vous êtes encore une fois dans l'union des petites formations politiques. C'est pas ça le sujet. Regardez, si on fait une parenthèse là-dessus, comment est-ce qu'on choisit un candidat présidentiel? Le problème, c'est que quand vous alliez des formations politiques, il y en a toujours une qui se renie quelque part. Regardez M. Ciotti, qui était le monsieur anti-impôt, qui était le monsieur anti-taxe, et qui se retrouve supplétif du Rassemblement national à voter des taxes tous les jours et à voter des impôts tous les jours. Donc il n'y a pas d'union possible. Si c'est ça l'union, non merci. Donc il n'y a pas d'union. En revanche, être capable de travailler à une convergence sur un projet qui permette à la France de s'en sortir, et elle va pas bien la France, donc on a besoin de s'en sortir, ça passe par des idées fortes sur le régalien, bien sûr, la protection de nos frontières, bien sûr, redresser l'école pour qu'elle soit à nouveau le creuset de la République française et qu'on puisse à nouveau tirer vers le haut notre jeunesse et notre société, ça fait partie des combats. Mais quelle est votre famille politique aujourd'hui? Vous savez, regardez, quand Nicolas Sarkozy, dont on parlait tout à l'heure, emporte les élections présidentielles, encore une fois, c'est pas des alliances d'appareil. Il arrive à créer un consensus idéologique qui fait que, y compris les gens qui partent de plus loin, qui ont des nuances avec lui, se disent « je me rejoins avec lui ». Mais monsieur Jeanbrun, je vais vous citer une phrase de Pierre Soulages que j'ai interviewé quand il avait 87 ans. Je lui parlais d'une exposition qui reflétait ses peintures des années 50. Il me disait « Monsieur, vous me parlez du passé, moi ce qui m'intéresse c'est la toile que je vais peindre demain. L'union des droites demain ou l'union quelconque ou la présidentielle 2027, vous vous situez comment? Et pour reprendre la question de Mathieu, votre famille politique c'est laquelle? Moi j'ai pas changé de conviction politique. J'ai fait mes premières classes politiques tout jeune militant à l'UMP, famille héritière du gaullisme, j'y suis toujours. Notre participation au gouvernement nous a valu, avec mes 5 collègues, d'être suspendus du Parti Les Républicains. C'est une sanction pour vous? Je dis aujourd'hui, dans mes fonctions, la même chose que ce que je disais hier en tant que député et la même chose que ce que je disais en tant que maire. Donc je n'ai pas changé de ligne. C'est une sanction? C'est évidemment une sanction, oui. Vous le vivez comment? Moi, je le regrette personnellement, je trouve ça dommage. Mais j'en ai pris acte et j'avance. Là, vous savez, nous, on est à la tâche. Je comprends que certains soient obsédés par 2027 et c'est un rendez-vous extrêmement important pour la France. Il y a ceux qui font campagne, c'est normal. C'est aussi d'ailleurs le rôle d'un parti politique. Très bien. Comment est-ce que vous gérez avec les collègues au gouvernement, on essaye de gérer l'urgence et notamment faire en sorte que la France ait un budget pour la sécurité sociale et un budget pour le pays. Comment est-ce que vous gérez le fait que vous êtes au gouvernement, que vous menez une politique, vous défendez un budget et que votre famille politique, LR, même son président Bruno Retailleau et d'autres leaders de LR, passent leur journée à taper sur le gouvernement et à dire que ce budget n'est ni fait ni à faire? Comment est-ce que vous gérez cette contradiction? C'est quand même compliqué. Je viens de vous le dire, je comprends que certains aient 2027 en ligne de mire, qu'ils veulent se détacher de l'action gouvernementale pour imprimer une marque et une ligne. Je ne vais pas leur en vouloir, c'est ça la politique. Maintenant, dans les fonctions qui sont les miennes et avec les collègues du gouvernement... C'est compliqué, non? C'est pas grave, on a le droit d'avoir été ministre hier... avec Manuel Valls et des ministres socialistes, et puis considérer que quand on est aujourd'hui dans un gouvernement où il n'y a pas de socialistes, c'est plus grave que ce qu'il y avait hier. C'est pas grave. Tout ça, c'est insignifiant au regard de l'urgence pour notre pays. L'urgence de notre pays, c'est d'avoir un budget. C'est fondamental. Mais au-delà justement de la tambouille politique, vous regardez les choses. Est-ce que vous avez peur quelquefois que la situation devienne tout simplement irrécupérable? L'insécurité, la violence, la montée de l'antisémitisme. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un point de non-retour qui sera bientôt atteint? Est-ce que j'ai peur? Oui. Est-ce que j'ai perdu espoir? Non.
Parce que le jour où je perds espoir, vous ne me voyez plus sur les Mais le plateaux. point de retour, il est bientôt, il est très longtemps. J'ai toujours l'espoir qu'on s'en sorte. La France est un très grand pays. La France s'est sortie de crises peut-être encore plus graves. Moi, on n'était pas là à la Seconde Guerre mondiale, mais quand il y avait un pays qui était à genoux et que notre seule lueur d'espoir, elle était à Londres, croyez-moi, c'était bien pire qu'aujourd'hui. Il y a toujours aujourd'hui, une comparaison, on a plus mais... de force vive. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a su se relever de choses terribles. Et je me bats et je fais encore de la politique aujourd'hui parce que je pense qu'on peut encore s'en sortir. Mais évidemment, plus on attend, plus ce sera difficile. Et vous allez plus nous la dire France s'arrête. peut-être comment dans un instant sur Europe 1 et sur CNews. Dernière partie du grand rendez-vous Europe 1 CNews, les échos avec le ministre de la Ville et du Logement, Vincent Jeanbrun. Une étude Cevipof a été marquante pour nous cette semaine. C'est la première fois dans l'histoire récente des enquêtes d'opinion que l'instabilité politique est au premier plan pour les Français. D'habitude, c'était pouvoir d'achat, insécurité, insécurité, pouvoir d'achat. Là, pour la première fois, 30%, la vie politique arrive en premier pour 30% des Français. Derrière, vous avez l'inflation à 27%, 24% la justice, 21% le budget et 20% l'immigration. Est-ce que c'est la cacophonie ou le manque de cohérence sur le budget, dont on a vu que la partie recette du budget de la Sécu a été adoptée, 166 voix pour, 140 voix contre, 32 députés qui se sont abstenus, et aussi cette petite musique qui monte, pour le budget général en tout cas, parce qu'on sait que la date limite c'est le 31 décembre, est-ce que finalement, même s'il a dit qu'il ne le ferait pas, et aussi parce qu'il n'arrête pas de dire qu'il ne le ferait pas, finalement Sébastien Lecornu va sortir de sa poche un 49.3 ? Non, je ne pense pas. Il n'y aura pas de 49.3 parce qu'on est dans un moment, et ce que dit le sondage chez Vipof le montre, où les Français nous demandent de nous entendre et de nous mettre d'accord. Moi, ça ne me surprend pas ce sondage parce que même avant de rentrer au gouvernement, j'étais encore député et partout dans ma circonscription, je tractais beaucoup aux sorties de métro pour échanger, pour discuter. Et les gens nous disaient, mais cette instabilité nous fait peur. Entendez-vous ? Parlez-vous, entendez-vous. D'ailleurs, sur le terrain, parfois on dit, mais pour les voiries, vous êtes bien d'accord, vous arrivez à vous mettre d'accord avec la collègue socialiste de la ville d'à côté, la collègue communiste de la ville d'à côté. Bon, donc résultat, on a des routes. Faites pareil à l'Assemblée. Donc ça ne me surprend pas. Et puis en plus, les Français ont compris le coût de la censure. Ils ont compris ce que ça coûterait, une censure, pas de budget, les fameuses lois spéciales, etc. Les ordonnances, ça coûte pas cher. Les ordonnances, ça peut coûter très cher, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui paye au bout d'un moment. Là, vous savez, ce budget n'est plus le budget du gouvernement, que ce soit celui de la sécurité sociale ou le budget général. Il a été travaillé, amendé par des parlementaires qui l'ont fait très consciencieusement. Ce sont des centaines d'heures qui ont été de débats qui ont été mis en œuvre. Chaque amendement a été examiné avec sérieux, défendu avec sérieux. Et je veux vraiment saluer tous les députés et les sénateurs qui le font avec conviction, parce qu'ils savaient qu'il n'y avait pas de 49.3. Parce qu'ils savaient que leur travail n'allait pas être balayé. Et il y avait plus de monde à l'Assemblée, vous nous disiez. Il y avait beaucoup plus de monde dans les deux chambres. C'est important parce que j'ai presque envie de dire aux Français, soyez fiers de vos députés. Ouais, les Français vous disent... ils peuvent pas être fiers. Non, mais ils peuvent pas être fiers de la cacophonie de l'Assemblée nationale. Parce que d'un côté, vous avez la LFI qui se crie dessus avec le RN toute la journée, etc. Mais au milieu de tout ça, vous avez des députés qui, par essence, ne sont pas d'accord, appartiennent pas aux mêmes familles politiques, mais qui cherchent une solution. Mais une entente, et avec conviction. Monsieur Jeanbrun, et on peut les féliciter pour ça. Une entente à quel prix ? Parce qu'on a vu là sur le débat sur la sécurité sociale, toutes les mesures désagréables, toutes les mesures d'économie ont été balayées, et il reste juste quelques hausses. Toujours moins cher que si on n'avait pas le budget. Parce que là, aujourd'hui... Donc, il faut céder surtout. Non, mais justement, pas surtout. C'est ce que vous avez fait, plus ou moins, quand même. Non, vous avez cédé surtout. Vous savez, si le gouvernement avait cédé surtout et que c'était, comme parfois je l'entends, un budget socialiste, il y aurait la taxe Zuckman dedans. Elle n'y est pas. Elle n'y est pas, on est bien d'accord. Si on avait cédé surtout, il y aurait des prélèvements sur les PEL, les assurances-vie, etc. Tout ça, des députés vous avez une contribution sur les revenus du capital, que ce soit le cas. Et une taxation exceptionnelle sur les mutuelles. C'est pas une catastrophe catastrophique, c'est certain. Est-ce que c'est un budget qui fait plaisir ? Moi, j'ai l'impression qu'il fait plaisir à personne, parce que les socialistes, c'est pas assez généreux pour eux peut-être. Pour ceux qui sont très attachés à la dépense publique et à valoriser ceux qui travaillent, la France qui travaille, qui a travaillé toute sa vie, comme les députés de la droite républicaine par exemple, eh bien, c'est pas suffisant. N'empêche que c'est probablement le meilleur, parce que c'est le seul, puisque c'est le seul qui, aujourd'hui, peut être voté par l'Assemblée nationale, et c'est ça qui est fondamental, et par le Parlement. Ça veut dire que, oui, c'est pas le meilleur. Oui, chacun fait des concessions. C'est nouveau en France, mais la vérité, c'est que ça permet d'avancer. Et je trouve que c'est quand même l'honneur d'une démocratie que d'être capable de le faire. Et puis, il y a quand même une méthode, justement, du Premier ministre, une méthode Sébastien Lecornu, qui est faite à la fois d'humilité, de confiance dans nos parlementaires. Et force est de constater que, pour l'instant,
il a eu raison, puisque ça permet d'avancer. J'espère, j'ai bon espoir qu'on ait un budget de la sécurité sociale la semaine prochaine. J'espère que ça ouvrira la voie à un dialogue encore plus constructif sur le budget général. Et si on n'a pas ce budget de la sécurité sociale, parce que le volet recettes, Pierre en parlait, c'est passé ric-rac, si c'était pas le cas, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il faut faire? D'un point de vue institutionnel, le budget repart au Sénat. Et on continue la lecture jusqu'au 31 décembre. Est-ce que le gouvernement peut continuer à rester tel qu'il est? Est-ce qu'il faut que Sébastien Lecornu au 31 décembre, qu'est-ce qui se passe? Alors, deux questions. Ça serait un désaveu énorme si il y a deux questions. Non, c'est encore une fois que le Parlement n'aurait pas réussi à se mettre d'accord pour le moment. Le Lecornu ne fonctionne pas, c'est ça. Attendez, on a jusqu'au 31 décembre sur le budget de la sécurité sociale. Oui, mais après, il y a le 31 décembre. Au-delà du 31 décembre, ça veut dire que, effectivement, comme il n'y a pas de loi spéciale, ça veut dire que à ce moment-là, ça part sur des déficits à plus de 30 milliards, ce qui, effectivement, est dramatique. Et je sais qu'il y a un certain nombre de députés qui, aujourd'hui, trouvent que, effectivement, ce budget de la sécurité sociale est peut-être plus dépensier que ce qu'ils auraient aimé. Je pense notamment aux collègues du groupe Horizon. Pour autant, je les sais très attachés, justement, au déficit budgétaire. Et quand on parle... Et ça a été prouvé par la fameuse note qu'a produit le Premier ministre, qu'on exploserait le budget à 30 milliards. Je pense qu'il y a un certain nombre de collègues qui se feront le bon choix au dernier moment. Pas un choix par plaisir, mais un choix de responsabilité. Vincent Jeanbrun, un mot de la ville et du logement, puisque vous êtes ministre de la ville et du logement. Vous avez dit clairement que vous ne vouliez plus de HLM à vie. Est-ce que c'est lié au narcotrafic ? C'est lié à plein de choses, mais évidemment aussi à toute la criminalité et au narcotrafic. Vous avez aujourd'hui... des familles qui occupent des logements sociaux, donc des logements payés par la solidarité nationale, alors même qu'ils pourrissent la vie de tous leurs voisins et qu'ils même parfois mettent en danger la vie de leurs voisins. Ça veut dire que vous allez agir contre ces familles ? Mais écoutez, moi c'est très clair. Il y a déjà eu une avancée avec la loi narcotrafic. Donc depuis cet été, quand vous êtes condamné pour narcotrafic, on a la possibilité de vous expulser beaucoup plus rapidement. La possibilité, mais est-ce que c'est fait ? Alors ça commence. Il y a des départements qui sont très à la pointe là-dessus. J'étais notamment dans le Val d'Oise. Vous invitez régulièrement le maire de Fauconville sur la chaîne, sur les plateaux de CNews, qui raconte justement à quel point ils ont été volontaires et volontaristes avec le préfet pour faire en sorte que les narcotrafiquants arrêtent de pourrir la vie des habitants honnêtes de ces quartiers. Donc évidemment, moi j'ai poussé et demandé au préfet qu'on puisse être très allant sur ces sujets-là, mais je pense qu'il faut qu'on aille plus loin. C'est-à-dire que être condamné pour narcotrafic, très bien, mais pour moi, toute personne condamnée pour violence, pour des faits graves, doivent de la même manière ne plus être prioritaires sur la solidarité nationale. Parce qu'on a tellement de familles honnêtes qui parfois dorment dans leur voiture, qui sont extrêmement mal logées, qui attendent un logement, qui travaillent, qui bossent, qui pourrissent la vie de personne. Et on leur dit « Attends, parce que tu comprends, nos lois font que le type condamné pour violence, eh ben pour l'instant, c'est pas le mettre dehors. C'est pas acceptable. » Alors une étape plus loin. Il y a plein d'autres choses à faire sur le logement social, et notamment fluidifier le parcours, améliorer le bâti, rénover, réformer. Mais ça, déjà, ça me paraît fondamental. Mais allons une étape plus loin. Est-ce qu'en tant que tel, l'idée, ce ne serait pas de contester que le logement social puisse être pour la vie? C'est-à-dire le logement social, c'est pour aider les plus démunis, c'est une phase de transition, mais la vocation du logement social, ce n'est pas d'être un hébergement éternel pour quelqu'un. C'est pour ça que j'ai eu cette expression, la fin du logement social à vie, avec une idée simple, c'est que... Le narcotrafic... Non, mais je vais vous dire, moi, ma proposition, c'est que tous les 3 ans, par exemple, c'est à mettre en débat après, hein, mais ça peut être 4, ça peut être 2, mais tous les 3 ans, on fasse un point, un peu comme dans le privé, vous savez, le bail 369, tous les 3 ans, on fait un point. Est-ce qu'il y a eu des troubles de jouissance? Oui, non. Bon, bah, si vous êtes un mauvais locataire, le bailleur peut dire bah non. Là, on touche la case de narcotrafic ou violence. Est-ce que votre famille, vous aviez 4 enfants, aujourd'hui vous êtes plus que 2 dans le logement? Bon, bah, comment on fait en sorte d'adapter votre logement? Ça peut être un autre logement plus petit, hein, il ne s'agit pas de mettre les gens dehors. Vos revenus ont considérablement augmenté. On se rend compte que, par exemple, vous êtes propriétaire de plusieurs autres propriétés en France. Vous êtes propriétaire, mais vous occupez un logement social. Bon, bah, qu'est-ce qu'on fait de ça? Comment on regarde ça? Ça fait partie des choses où on se dit, tous les 3 ans, on regarde si vous avez vocation à continuer dans ce logement social-là ou un autre logement social, ou si vous avez vocation à partir dans le parc privé. Qu'est-ce qui dit que ça va être appliqué? Je regarde juste la liste. Depuis 2022, vous faites suite à Christophe Béchu, Olivier Klein, Patrice Vergrit, Guillaume Gasbarian, Valérie Létard et Éric Woerth. Qu'est-ce qui fait que, déjà, pardonnez-moi, mais votre durée de vie semble écourtée. La vie, j'espère qu'elle durera un petit peu. Et vos propositions, surtout, celles que vous mettez sur la table aujourd'hui, en toute honnêteté, sur CNews et sur Europe 1, en disant, ben voilà, moi, je veux tous les 3 ans qu'on regarde, je veux que le propriétaire de plusieurs propriétés en France ou à l'étranger et qui, aujourd'hui, occupe un logement social, ben peut-être n'ait plus la possibilité de le faire. Moi, c'est ma conviction. Je le défendais en tant que maire, je le défendais en tant que député, je le défends aujourd'hui en tant que ministre et je le redéfendrai demain
quel que soit mon rôle. En revanche, vous avez raison, et merci de citer tous mes prédécesseurs, parce que la politique du logement, ça doit être le temps long. Ça doit être pensé sur plusieurs années. Et donc, effectivement, moi, je m'inscris dans le travail qui a été proposé là. On a besoin aussi de produire plus et mieux du logement, que ce soit du logement social ou du logement privé. C'est pour ça, notamment, que on a actuellement en débat le statut du bailleur privé. C'est un petit peu ce qui viendrait après le bailleur privé, il n'a plus le dispositif Pinel, donc il peut justement, largement là, il y a un nouveau statut qui est en débat actuellement dans le cadre des discussions sur le budget. Il y a une première mouture qui est sortie de l'Assemblée nationale, qui a été plus ou moins confirmée par le Sénat. Je sais que la profession attend beaucoup plus pour avoir un vrai choc de production de logements. Moi, j'espère qu'on puisse relancer quelque chose qui permette de produire 40 000 à 50 000 nouveaux logements par an. Ça impliquera nécessairement que les parlementaires se saisissent encore de ce statut et l'améliorent encore. Question un peu en parenthèse, mais qui n'est pas sans lien. Quand vous voyez les histoires de squat qui se multiplient, c'est-à-dire quelqu'un qui voit son appartement squatté, il n'est pas possible pour lui de reprendre le contrôle de son propre bien parce que le squatteur en est le véritable maître. C'est insupportable. Mais je vous le dis, c'est insupportable. Moi, je l'ai vécu en tant que maire, où vous aviez mais sur le plan juridique, des habitants de ma commune qui venaient me voir en me disant je ne me chauffe plus, je ne mange plus 3 fois par jour parce que ce qui me permettait d'avoir mon petit complément de retraite, c'est cet appartement qui est désormais squatté. Mais il y a eu une vraie avancée, et notamment quand il était ministre, Guillaume Kasbarian a avancé sur la question du squat. Mais stupeur, on découvre que maintenant, on est squatteur à condition d'être rentré par effraction. Donc toute personne qui n'est pas rentrée par effraction, ça vaut. Mais vous louez un Airbnb une semaine et vous restez 2 ans. Exactement, je suis tombé de ma chaise quand vous quittez les locaux, vous passez les clés à votre frère ou votre sœur. Comme vous avez passé les clés, il n'y a pas effraction, vous n'êtes pas squatteur. C'est inacceptable. Donc juridiquement, est-ce qu'il ne devrait pas être possible de tout simplement dégager plus facilement les squatteurs? Alors, en fait, il faut que ce qu'on appelle squatteur, et donc les règles là qui ont été mises en place pour squatteurs, ça s'étende à tous ceux qui sont sans droit ni titre en réalité. Et encore une fois, quand vous rentrez, en plus la loi française. Mais le diagnostic, on le connaît. Qu'est-ce que fait le ministre? On va pousser au Parlement dans le cadre d'une projet de loi logement. Je pense que je travaille actuellement à ce que ce soit les députés et les sénateurs qui s'emparent de ce sujet pour que ce soit eux qui fassent le texte, que j'accompagnerai avec évidemment beaucoup de force, avec une idée simple. Le propriétaire doit pouvoir avoir l'usage de son bien et donc qu'on puisse faciliter les expulsions. D'autant que quand même en France, on reloge beaucoup les personnes expulsées, donc c'est quand même assez dingue. Et on protège un locataire d'un mauvais propriétaire. Ça arrive parfois où le propriétaire ne fait pas les travaux. On a la possibilité de séquestrer le loyer. Donc c'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire que quand c'est le propriétaire qui ne respecte pas les choses, il peut être privé de son loyer, le droit le permet, ça c'est très bien. Mais ça veut dire qu'en contrepartie, quand c'est le locataire qui ne respecte pas les engagements, il doit quitter le logement le plus vite possible. Je me battrai pour ça, évidemment. Merci beaucoup Vincent Jeanbrun d'avoir été l'invité du grand rendez-vous européen CNews Les Échos.